étoile qui était là, puis d'un seul coup, je vois l'étoile qui fait comme un espèce de zigzag, comme ça. L'engin a passé entre nous deux, il était quoi, 40 mètres à peu près, 50 mètres de haut. Et oui, parce que ce geste, Ouais. c'est la rapidité de l'engin qui est passé au-dessus de ma voiture, qui m'a créé chez moi une émotion fantastique, parce que c'est pas rien. Mais c'était beau, parce qu'en fait, on voyait des gens qui se rassemblaient et qui avaient le même élan. C'était un élan de, comment dire, d'individus, mais qui venaient mettre ensemble leur, je dirais, leur puissance d'action sur cette mission, une ambassade. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Raéliens de Netflix, cette série qu'on a initiée pour que vous puissiez partir à la découverte des Raéliens que vous avez vus dans cette série passée sur Netflix, Raël, le prophète des extraterrestres. Alors aujourd'hui, on accueille Jean-Pierre Saunier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors toi, on te voit dès le début de la série. On te voit même également dans la bande-annonce où tu fais un grand on se demande ce que tu es en train de faire quand tu fais ça. On l'a même repris dans le générique de notre série. Tu as été le témoin d'une apparition d'OVNI en fait. Et oui, parce que ce geste, Ouais, c'est la rapidité de l'engin qui est passé au-dessus de ma voiture, d'accord. et qui est allé dans qui m'a créé chez moi une émotion fantastique, parce que c'est pas rien. Quand tu es sur la route, tu rentres chez toi et tu es habitué à prendre une route toute droite où tu t'amuses comme un fou à appuyer sur l'accélérateur. Tu connais la route parfaitement. Tu connais le ciel aussi parfaitement. Ouais. Ça, c'était en quelle année alors? Là, on est en 74. 74. Et tu le décris dans la série. Oui. C'est ça, tu es à côté, t'es un agriculteur, tu es dans un champ, c'était dans l'est de la France, c'est ça? C'était à côté de Metz. Je rentrais entre Saint-Julien et Metz, Ouais. pour citer les agglomérations. Et là, sur cette route-là, qui est pratiquement déserte tout le temps, Ouais. où je me régalais tous les jours à faire le fou en excès de vitesse, bien sûr, pardon les gendarmes. Et le ciel je le connaissais bien par cœur, puisque je prenais cette route tous les jours. Ouais. Puis là, ce jour-là, à 5 heures d'axe, il y avait une étoile qui brillait là. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait là, parce qu'on ne la voyait jamais, cette étoile. Ouais. Mais elle brillait très fort. Elle était profonde dans le ciel, très loin dans le ciel. Puis d'un seul coup, je vois cette étoile qui part en zigzag, comme ceci. Là, c'est plus possible. Là. Et pire, elle se dirige vers moi. Du fond du ciel, je la vois arriver. Mais à une vitesse fulgurante, elle arrive, et bien sûr, ça grossit. Et quand ça passe au-dessus de moi à 50, allez, 100 mètres au-dessus de moi, Ouais. c'est un disque qui est quand même assez important, et qui passe en silence, à une vitesse fulgurante. Mon moteur s'arrête immédiatement quand ça passe. Le moteur de la voiture s'arrête. Je roule. T'es sur la route, tu Je vois roule. ça, le moteur s'arrête. Le moteur s'arrête, j'arrête la voiture et l'engin part là à 10 heures d'axe. À peu près donc, aux mêmes hauteurs. Ok. Ouais. Et sur le talus, enfin à côté de moi, là sur la route, il y avait un agriculteur avec son tracteur qui était là en train de travailler sa terre. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que vous êtes deux. Et oui, son tracteur s'arrête en même temps que ma voiture. Et je le vois se hisser debout sur son tracteur, puis comme moi, il regarde ce qui vient de se passer là. Et l'étoile, l'engin, puisque maintenant j'en sais que c'est un engin, repart de nouveau en zigzag comme ça, et hop, il revient sur nous, et il repart, et au moment où il repasse sur nous, nos moteurs redémarrent. Ah ouais. C'était ça qui était extraordinaire. Et puis, arrivé de nouveau vers les 2 heures d'axe, il éclate en plusieurs morceaux. J'ai plus le souvenir exact si c'est 7 ou 9 morceaux, mais il est en plusieurs morceaux et plus rien. Et l'agriculteur, t'as discuté avec lui? Là, on est resté comme deux ronds de flanc, là. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est, ça? T'as vu comme moi? Mais oui, bien sûr. C'est quoi? Je dis, moi, j'en sais rien. J'ai rien qui me permet de pouvoir dire que c'est humain, parce que j'ai jamais vu ça. Donc, c'est autre chose. Et on était tellement
pris dans les émotions, que lui est remonté sur son tracteur, enfin s'est rassis sur son tracteur, puis il a continué à retravailler, puis moi je suis remonté dans ma voiture, parce que j'étais descendu bien sûr, et bon ben je suis reparti. Mais on s'est quitté sur une émotion d'incompréhension. Et oui. C'est ça qui était extraordinaire. Et du coup, tu es allé à la gendarmerie après pour témoigner ou pas? Non, à l'époque, c'était pas l'époque où on avait des enquêtes et autres. D'accord. C'était un événement, je dirais, personnel qu'on a vu, puis c'est tout, point barre, quoi. Bon, en tout cas, dans la série Netflix, l'attention est portée là-dessus. Et la question peut-être que beaucoup peuvent se poser, est-ce que tous les Raéliens ont vu des ovnis? Quelques-uns. Quelques-uns, mais très peu en fait. Très peu, très peu. Si ce n'est que, à un moment donné de notre existence raélienne et de notre histoire raélienne, on était une vingtaine, peut-être une trentaine grand maximum, à être rassemblés autour du prophète, autour de Raël. Et ce jour-là, s'est passé un événement extraordinaire où ces 30-là étaient témoins. C'était le 7 octobre 1976, un an, jour pour jour, après le départ donc, du prophète. Après sa deuxième rencontre. Après sa deuxième rencontre et son départ donc, vers la planète des... Donc là, tu dis 7 octobre 77. 2 ans. 76. 76. Un an après. Un an après, jour pour jour. D'accord. Et les Raéliens sont là rassemblés près de chez lui. Et puis, en Dordogne, c'est ça Oui. Donc il nous prend à part sur tous les responsables donc, des différentes provinces et il nous demande de partir avec lui un petit peu plus loin du groupe raélien. D'accord. Donc on traverse le petit champ habituel qu'on connaissait bien, et puis on va un petit peu plus loin, 200-300 mètres de sa maison. Et là, bon, il nous demande avec, c'est pas légèreté, mais gentillesse et autres, est-ce que vous me soutenez toujours? Est-ce que vous êtes OK avec moi? Puis il nous parle de sa mission un petit peu. Bien sûr qu'on est avec lui. Bien sûr qu'on est avec lui. Mais juste, Jean-Pierre, je te coupe là, parce que là c'est les tout débuts du mouvement. C'est la première année, les toutes premières années, quoi. C'était quoi l'état d'esprit, là? Parce que Raël, il était tout jeune, quoi. Il avait 28, 29 ans. Toi, t'avais quel âge? Pareil, t'avais même pas 30 ans. J'avais pas 30 ans, oui. T'avais pas 30 ans, vous êtes une petite poignée, et il doit régner une atmosphère intérieure. Enfin, ça doit être un particulier, quoi. Mais oui, parce qu'on sent qu'on est là pour quelque chose de gigantesque, mais on n'en connaît pas encore mais on en a la sensation. D'accord. On sent que il y a quelque chose, on est là, oui, mais il y a quelque chose de géant derrière. Ok. C'est quelque chose, pour moi, pour ma part, je ressentais ça au fond je dirais de toutes mes tripes, là, de toute ma chair, c'était de dire, on est là pour quelque chose. Je ne me faisais même pas le parallèle avec les anciens prophètes et autres. C'était le présent, là, avec une dimension d'un futur qui était là en nous. L'histoire qui était dans le livre, c'était quelque chose qui me projetait, moi, sur un futur où je sentais que l'humanité avait une place dans cet univers. D'accord. Mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Ça, c'était mon état d'esprit à l'époque. Et là, donc, vous êtes avec Raël. On est avec lui, coup, et on lui dit, bon, ben, bien sûr qu'on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis, à ce moment-là, tombent du ciel des filaments, de longs filaments comme ça. On a encore des photos qui sont là, je pourrais te les envoyer peut-être. Mais on te voit dans le documentaire, parce qu'à un moment donné, on voit une vidéo où on voit plusieurs Raéliens du début lever du ciel, et on te reconnaît toi en train de faire ceci. Ben oui, parce que là, les filaments tombent. Alors c'était marrant parce qu'ils s'accrochaient dans les arbres, dans les branches, ils étaient bien suspendus et autres, mais dès qu'on en prenait un qui tombait sur notre main ou autre, ils se tombaient, et puis ça se dissolvait tout seul. D'accord. Mais n'importe qui dirait phénomène météorologique ou oui, enfin, tu vois, sauf que j'ai une chance fantastique ou une particularité de sensibilité. J'ai ressenti un frisson, mais alors dans tout mon corps, quand j'étais en train de toucher cette chose-là, vraiment un frisson fantastique de la tête jusqu'aux pieds. Et puis il y a quelque chose qui m'a poussé à regarder le ciel, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, mais un endroit bien fixe dans le ciel, un endroit précis dans le ciel. Et là, je vois tomber du ciel quelque chose, une espèce de boule ou une espèce de soucoupe, je ne sais pas comment on peut le dire, à la hauteur où c'était. Et puis, à 5-6 000 mètres d'altitude, il s'arrête. Alors, à grosseur de visu, c'était gros comme ça, à 5-6 000 mètres, ce qui fait que c'est un engin qui faisait au moins 15 mètres de diamètre, quoi, à peu près. Et
étonnant. Et un deuxième qui arrive au-dessus et qui se stationne un tout petit peu plus haut. Et là, avec des dizaines de témoins. Eh bien oui. Hmm. Est-ce que tout le monde l'a vu? Je pense que Ouais. tout le monde a été pris par ce courant parce qu'on s'est tous mis à regarder là. Et puis effectivement, certains voyaient, ceux qui avaient des bonnes vues le voyaient bien, puis ceux qui avaient des vues un petit peu déficientes étaient obligés de dire, bah oui, il se passe quelque chose. Mais la majorité d'entre nous, on était en train d'être témoins de quelque chose qui était fantastique. Et il reste là au-dessus de nous, bouge pas, rien, que dalle. Et puis il glisse sur la droite comme ça. Moi je me dis, ça y est, ils s'en vont. Non, ils reviennent. D'accord. Et fini. Et ça, tu l'as expliqué quand tu as été interrogé par Oui, toutes oui, les bien équipes sûr. de Netflix, tout ça, parce que ça ressort pas, ça. Mais ils n'en parlent pas. Ils Toute n'en cette parlent pas. explication n'en ressort pas. Donc ça, c'était au début. Oui. Et depuis, il y en a eu souvent, non, il y a On a eu un préalable. Il y a eu d'autres On a eu un préalable apparitions comme ça. avant. C'est-à-dire que la première fois que nous sommes allés faire donc l'accompagnement de Raël après son voyage, on ne savait pas encore qu'il était allé sur la planète. C'était au mois d'avril. Ouais. J'ai le souvenir, c'était au mois d'avril. On était une quarantaine ou une cinquantaine là, et il a effectué sa première transmission du plan cellulaire, le baptême raélien. Ouais. Et là encore, je suis dans le groupe, je sens un frisson, le même frisson. Et j'avais mon gamin qui était à côté de moi, Frédéric, et qui me tirait là. Et puis il me dit, papa, t'as vu, il y a le soleil qui est ouvert. Je dis, comment ça, le soleil est ouvert? Et je regarde, effectivement, le soleil était dans la brume, parce qu'il y avait une brume, il n'y avait plus en venant là, il y avait donc une brume qui s'était posée dans le ciel comme ça, et puis on voyait le soleil, mais à travers, ça donnait une couleur au soleil assez étonnante. D'accord. Et puis, il y a une dame qui était à côté de moi qui d'un seul coup se met à trembler comme ça, et puis à dire, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et puis il y avait Margot Morel qui était là avec sa caméra, son incurable caméra mécanique là. Margot Morel, qui est une raélienne des débuts. C'est une pionnière, quoi. De la même époque que moi. Je dis à Margot, filme le soleil. Filme le soleil. Et puis il y avait un monsieur à côté qui dit, mais elle va brûler son film, elle va brûler son film. C'était encore des films à l'époque. Je lui dis, filme le soleil. Et puis elle a filmé le soleil. Puis l'incident est clos, on n'en parle plus. Quelques mois après, Margot me dit, j'ai le film. Ouais. Je dis, oui, et alors? Ben, il y a une espèce de cloche dans le soleil. D'accord. Ah bon? Okay. Alors, elle m'a montré le film, effectivement, on voit la petite cloche qu'il y a dans le ciel, elle vacille, et puis elle part. D'accord. Donc, mais ça, c'est la pellicule qui le dit. Okay. J'aurais bien aimé récupérer cette pellicule. Ouais, bien Margot sûr. est morte, et puis on n'a jamais pu récupérer cette pellicule. Mais il y a eu des événements lors de rassemblements. Pas à tous les rassemblements. Mais il semblerait qu'il y en ait eu quelques-uns au tout début du mouvement. Comme à chaque fois que le mouvement va se développer dans tel ou tel pays, souvent, c'est accompagné de vagues d'ovnis. Oui. On est d'accord. Après, le phénomène ovni... Le phénomène du 7 octobre est extraordinaire. Il y a un peu plus de 2000 ans, il y a un prophète là, de l'époque qui rassemble 12 personnes avec lui, enfin 11, puisqu'il y en a un qui s'est suicidé, et Marie, pour la nommer elle. Et ils sont dans un endroit avec du monde autour d'eux plus loin, mais ils sont là, eux. Et puis ce jour-là, il se passe quelque chose dans une pièce où ils sont. Et il y a un tremblement qui se fait, un bruit terrible qui se fait dehors, mais aussi dedans l'appartement. Et des flammes descendent sur la tête des apôtres le jour-là. Et ils sortent après un engagement, puisque Jésus leur avait dit, puis on va le nommer, c'est Jésus, leur avait dit, je vous enverrai un message à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé. Et ces apôtres-là, d'un seul coup, apprennent les langues. Là, pouf, ils parlent des langues qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ont leur mission pour partir. C'était marrant, parce que nous, on n'a pas appris les langues, mais on a une force phénoménale qui est entrée en nous à ce moment-là. Donc là, tu fais référence aux écrits bibliques. Mais oui, parce que la Pentecôte du temps de Jésus, nous, Raéliens, quelque part, on a un peu vécu ce jour-là. Parce que la philosophie raélienne, alors ça, c'est pas trop développé dans la série, Netflix encore une fois, mais
Et on le dit, on le répète, elle est là, entre guillemets, pour spiritualiser la science et démystifier les religions. Et on trouve à travers les écrits religieux, et là tu fais allusion aux écrits bibliques, en fait une interprétation, si on met ça en fait sous le crible de la science, sous le crible des découvertes de nos connaissances d'aujourd'hui, on peut y trouver des explications, quoi, oui. et des liens. Quoi. Oui. Bon, les Elohim n'avaient pas besoin, en 76, de nous apprendre les langues. Ah ouais. On a Internet, on a tout ça pour communiquer. Mais en tout cas, c'était le début. Mais ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, la philosophie raélienne est beaucoup plus basée sur la compréhension que sur la croyance. Oui. Et nul besoin d'avoir vu des ovnis, ou moi personnellement, j'en ai jamais vu. Et on peut dire qu'il y a quand même une grosse majorité quand même de Raéliens qui n'en ont jamais vu. Bien sûr. Et ça ne les empêche pas de comprendre le phénomène. Et c'est intéressant parce que dans la série, on te voit, tu es le seul à témoigner d'une apparition d'ovnis. Et c'est intéressant que ce soit mis en perspective parce que c'est des apparitions d'ovnis, ce sont des millions et des millions. Il faut quand même rappeler, donc nous sommes en 2024, cette année, c'est le Pentagone, c'est l'armée américaine qui a sorti des dossiers classés secrets depuis des dizaines d'années sur ce phénomène. Donc, on invite bien sûr tous ceux qui veulent se renseigner là-dessus à aller dans les sources nécessaires, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Ils découvriront. Je crois qu'il y a un rapport de l'armée américaine qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où il y a des officiers qui disent qu'ils ont été obligés de constater que des missiles qui étaient donc en silo, lors d'exercices, se sont éteints. Enfin, il y a eu un dysfonctionnement de tout l'ensemble des missiles et il y avait des ovnis qui étaient au-dessus de la base. Donc c'est assez amusant. Et même en France, c'est la centrale nucléaire de Fessenheim qui a été visitée. C'est des gendarmes qui attestent du fait qu'en fait, il y a de nombreuses apparitions d'ovnis au-dessus de cette centrale nucléaire. C'est passionnant en fait. Mais pour revenir à la série Netflix, on va revenir au contexte, à l'envers du décor. Toi, on te voit dans la série quelques minutes, on voit que tu fais ton témoignage. Tu es présenté, et puis c'est le cas, comme un pionnier du mouvement. Tu es arrivé là tout à l'heure, tu disais, en 75, 76, c'est ça? Moi, je suis arrivé en 74. En 74. En novembre 74. Donc au tout début. Alors, on va revenir sur cette période. Mais juste avant, donc Netflix, combien de temps ça a duré quoi, comment ça s'est passé C'était un interview éclair, ça a duré 1 jour et demi. 1 jour et demi. Ok, bon, il y a des rushs, quoi. Oui, il y a tout. Et ils t'ont interrogé longuement. Quoi. Énormément sur des quantités de sujets très riches et intéressants qui malheureusement ne sont pas passés à l'antenne. Bon, écoute, c'est l'objet de cette vidéo qu'on fait aujourd'hui. Ça va pas durer 1h30, ça va durer une grosse demi-heure, mais on va t'entendre là-dessus, quoi. Donc, pionnier. T'es un des pionniers au début, Raël, son contact à Clermont-Ferrand, puis ensuite son deuxième contact en Dordogne. Là, tu le rejoins, raconte-nous un peu. Je l'ai rejoint déjà quand il était encore près de Clermont-Ferrand. Il habitait Clermont-Ferrand, il fait un rassemblement, suite à mon aventure, je dirais, extraterrestre, et puis la découverte des livres qui a suivi tout de suite. Donc les livres qu'il a écrits suite à cette rencontre. À sa rencontre, il écrit le livre. Et je ne sais pas pourquoi je vais dans une librairie de Metz où je ne vais jamais. Je suis rentré dans cette librairie et il y avait une pile de livres noirs qui était là et le préposé à la librairie était en train de ranger les livres dans les étagères. D'accord. Et je prends le livre et je dis, mais c'est ça. D'accord. Et une semaine ou 15 jours avant, justement, c'était très court cette période, j'ai entendu Raël à la radio. À 3-4 heures l'après-midi, il se fait interpeller, enfin non, il se présente devant à l'émission, donc une émission séquence qui s'appelait donc La Valise RTL. La Valise RTL. La Valise RTL, il est dans la rue, puis il essaye d'expliquer ce qu'il a vécu. Il raconte son histoire, mais très synthétiquement. Il y avait Gilbert Bécaud qui était à côté, et Gilbert Bécaud l'a démoli. D'accord. Démoli. J'étais horrifié d'entendre ce personnage-là que j'aimais beaucoup. Tu en parles ça, je crois, dans la série Netflix. Oui. Ils l'ont gardé. Là, j'ai dit, Gilbert Bécaud, au revoir, je ne peux pas supporter que tu ne laisses pas parler de ce personnage-là. Ça m'avait heurté, quoi. Les deux choses, ce petit témoignage très rapide, et puis cet abruti, parce que c'était un comportement d'abruti, là, de ne pas laisser parler la personne. Là, et puis donc, ensuite, je me retrouve à la librairie où je trouve ce livre. Je l'ai lu 2 fois dans la nuit.
D'accord. 2 fois dans la nuit. Je lis jamais ça comme ça, moi. Et ouais. J'ai dit, non, ça va, ça suffit, c'est bon, je suis dedans. J'avais un cabinet médical à l'époque, et à 8 h le matin, mes premières clientes, c'était des clientes qui arrivent dans la salle d'attente, et je leur ai fait ma première conférence. D'accord, ok. Ouais. Je Direct, leur ai expliqué quoi. que je venais de dire quelque chose qui était fantastique, qui était bouleversant, et je leur ai fait pendant une demi-heure avant de les soigner. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a touché en fait? Qu'est-ce qui t'a... L'homme, Ouais. la plume de l'homme. Elle était simple, elle était compréhensible pour moi qui était pas hyper cultivé. Hein, donc tout ce que je disais là, ça rentrait comme s'il y avait quelque chose dans ma tête qui était en train de dire « Vas-y, t'es dedans ». C'est ça. Ok. Il y avait un mécanisme, on ne parlait pas encore trop d'informatique à l'époque, mais il y avait comme un déclencheur qui s'était mis en place là et qui me disait « Vas-y, continue à lire parce que ça y est, tu es dedans ». D'accord. C'était époustouflant comme sensation. J'ai jamais lu un livre Ouais. avec ça. Pour l'avoir lu 2 fois, pour te Et là, dire. du coup, donc c'était les débuts. Et, Oui. et ta première rencontre avec Raël, du Ben, coup, je lui ai écrit tu lui as immédiatement. écrit. Je lui ai écrit, il m'a répondu Ouais. dans les 8-10 jours qui suivaient. Parce que là, il n'y avait personne à l'époque. Si, C'est une petite poignée. il devait y avoir quand même du monde, ça je l'ai appris après, mais on n'était encore pas trop nombreux. Et puis, j'ai entretenu une petite correspondance avec lui, donc, et en novembre, là, j'ai dit, allez, je m'engage. Je lui ai écrit que je m'engageais, quoi. Hein, D'accord. Et c'est marrant parce que j'ai un courrier qui était très particulier à l'époque où j'avais des choses que je me reprochais, et puis il m'a dit, il y a des choses qu'on fait dans la vie, maintenant tu as une nouvelle vie. Hop. C'était... Alors là, tu sais quoi, on a envie de t'entendre là-dessus. Parce que dans la série, tu le dis. Avant, j'étais. C'est quoi le terme que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Avant, j'étais. Entrer dans une secte... Non, tu dis avant, j'étais un gros con. Ou Ah oui, j'étais mais j'étais un con fini, Et quoi. depuis. Et alors, on va pas rentrer dans le cliché avant, ma vie était nulle. Après, Non, mais elle n'était pas nulle. L'idée, c'est de savoir. La philosophie raélienne, en fait, cette rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça a changé ta vie, quoi? Mais j'avais entendu beaucoup parler d'amour Ouais, dans ma vie avant, mais je ne savais pas ce que c'était. d'accord. Et là, dans la lecture du livre, je lis dans le livre là que des êtres venus du ciel ont créé, avec toutes leurs problématiques que ça a créé, de faire créer des humains, parce que ça leur a foutu une sacrée problématique chez eux. Ouais. Mais il y avait une notion d'amour qui était là, qui était forte de la part des créateurs, des rebelles à la doctrine de leur monde à eux, et qui font des êtres vivants, des humains, et qui les aiment, et il y a un échange d'amour entre eux. Là, pour moi qui étais dans la médecine et à l'époque, ça m'a touché à cœur de voir ces êtres, je les voyais, je les ressentais, et je sentais le lien entre le créé et le créateur. D'accord. Et pour moi, ça a été assez bouleversant. Et ça m'a mis sur une piste nouvelle. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui te diraient ça fait un peu, c'est un peu mystique, c'est un peu, tu les vois pas, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais Mais à je ça? n'étais pas mystique. J'ai une culture ça, religieuse forte. J'étais pas anti-religieux, loin de là. Mais ça n'avait pas fait de moi quelqu'un de bon, nécessairement. Lambda. Là, ce message-là m'ouvrait une porte nouvelle, c'était de dire, attends, c'est pratique, c'est quelque chose de concret. Ce sont des humains qui sont venus, qui ont fait, ils ont pris la terre, ils ont façonné. Il a fallu énormément d'amour là-dedans. Et pour moi, c'est le virage qui a été pris. Du coup, c'est ça, il n'y a pas de Dieu immatériel, il n'y a pas de mysticisme. C'est des êtres humains, faits comme moi, faits de chair et de sang. Et oui. Et il y a un lien, quoi. Et c'est là que tu ressens. Il y avait une chose commune notion, entre eux et moi, la passion. Ouais. La passion de faire. D'accord. Parce que j'étais un peu con dans mes comportements, mais j'avais la passion de faire, l'engagement. Je me suis engagé dans la marine, je me suis engagé dans certains services, je me suis engagé dans les services de protection politique. Tu as fait la totale, toi. Oui, j'ai fait des choses où on m'a appris à me servir de mes poings, des armes, avec mon Bataclan et tout. Donc là, tu changeais d'univers, en fait. Mais complètement. C'était un autre logiciel, une autre... Ma compagne de l'époque, ma femme Magali, elle m'a vu, elle a vécu avec moi, avec le militaire paramilitaire et tout le Bataclan. Mes enfants
ont vécu avec ça. Et puis d'un seul coup, pouf, ça a été autre chose. Le comportement familial a été différent, beaucoup plus doux, plus harmonieux. Puis ensuite, quand j'ai rencontré Raël, je suis allé le voir. Pour moi, là, ça a été quelque chose de je peux pas le définir. C'était viscéral, quoi, tu vois. Alors quand on voit les images c'est pas les images de Netflix d'ailleurs, ce sont les images d'archives du mouvement, que le mouvement a donné, parce qu'il a tout donné, hein, il n'y a pas eu de censure par rapport à ça. Il y a un côté baba cool qui ressort des années 70. Bien sûr. Les gars avec des cheveux longs, barbus, ça fait un peu, tu sais, un côté un peu hippie, peace and love, tout ça, quoi. Non? Oui. C'est ce que tu as vécu à l'époque. Ben, bien sûr, oui. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vécu là, que j'aurais dû vivre avant. Ouais. Mais c'est du fait que j'étais dans Donc à l'époque des hippies, tu étais... j'étais du côté des cheveux courts. C'est ça, ouais. Et puis après, ouais. Ah, mais Mais c'était beau parce qu'en fait, on voyait des gens qui se rassemblaient et qui avaient le même élan. Ouais. Il y avait un même élan. C'était quoi l'élan? C'était quoi l'intention? Ben, c'était pas uniforme. C'était un élan de, comment dire, d'individus. Hein, ils avaient chacun leur trait de caractère, leur personnalité et autres, mais qui venaient mettre ensemble je dirais leur puissance d'action sur cette mission, une ambassade. Et ça, c'est important ce que tu dis, c'est l'individualité de chacun, la différence de chacun, parce qu'on est loin également du cliché de la secte qu'on voudrait avancer, quoi. C'est-à-dire tous uniformes, la pensée unique, tout, on avance. Mais c'est tout le contraire. Ce qui ressort souvent d'ailleurs, c'est que les Raéliens sont des sacrés rebelles. Hein. Oui. C'est normal quelque part, quoi. C'est la remise en question de tous les fondamentaux de la société, de plein de choses. Moi, ce que j'ai constaté tout au long de mon parcours de Raélien, c'est qu'on a en face de nous des individualistes, mais des individualistes, mais alors prononcés, très forts, et quand ils sont ensemble pour une œuvre, d'un seul coup, c'est la collectivité qui se met en marche, c'est-à-dire toutes ces individualités avec leur richesse, avec leur pouvoir, qui se mettent ensemble pour un but. Et ça donne une force incroyable. Attends, ça fait avancer. J'étais responsable d'une région pendant quelques décennies. Tu étais responsable d'une région au niveau du mouvement raélien. Du mouvement raélien, oui. Mais c'est quoi être responsable d'une région? Parce que souvent les gens, ils imaginent le mouvement raélien, alors tu sais, les gens ils vivent ensemble, tout, pas du tout, quoi. Chacun vit chez lui. C'est quoi être responsable d'une région? C'est quoi la vie d'une région? Il faut d'abord définir la région. Qu'est-ce que c'est? C'est des départements qui sont là. On t'a dit un jour, est-ce que tu veux t'occuper donc d'être le contact avec les gens qui pourraient nous intéressés, quoi. Comment dire, nous rencontrer? Bien sûr que oui. Les gens, effectivement, ils viennent te rencontrer. Le mouvement, il a une adresse. Les gens qui veulent plus d'informations, ils viennent te voir, ils viennent sonner à ta porte, ils te téléphonent, ils font tout. Et tu es là pour entendre leurs demandes, leurs questions, et puis tu réponds par rapport à ce que tu as. Et de ces gens-là, il y a des gens qui vont venir à un moment donné, je veux t'aider. Bon, ben d'accord, mais tu ne viens pas m'aider, tu vas aider le prophète, les Elohim pour l'ambassade, et puis on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Puis on commence à décider des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On pourrait faire une réunion, on pourrait faire une conférence, on pourrait faire un truc comme ça. T'es d'accord? T'es d'accord? Okay. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux faire ça. Et toi, je peux faire ça. Allez, hop, on fait. En fait, c'est un côté associatif, militantiste. C'est ça, en fait. On œuvre pour il y a une action. Mais oui, et puis le responsable de région, il est là pour guider. C'est-à-dire, il a la vision globale, et puis avec tous ces atouts qu'il a autour de lui, il propose, et puis il dit, voilà, on pourrait faire, qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça. Et c'est le groupe avec les individualités dont je parlais tout à l'heure qui prend le truc. Et moi, j'ai vu arriver à un moment donné, dire à l'équipe, parce qu'elle grossissait, et arrêtez, moi, je ne peux plus suivre. D'accord. Parce que il y avait un élan, quoi. Quand on me disait, il faut qu'on aille à tel endroit, et un mois, c'est 30 jours, les gars. D'accord. Et je travaille, moi. Je bosse. J'ai un salaire, il faut que je fasse vivre ma famille aussi. Donc il y avait un grand enthousiasme. Mais ça, c'était les années 70, hein, 70, 80. 70, 85, quoi. C'était phénoménal. D'accord. Et puis on faisait appel à des guides en secours d'autres régions. D'accord. Il y en avait qui venaient de Paris, de Belgique. Philippe, il venait de Belgique. Belgique.
Ils venaient, et puis là où... Il y avait une œuvre commune. Quoi. Mais c'était fantastique. Et quand tu parles de mission, encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la mission en fait, la mission du mouvement raélien quoi, si on devait C'est d'abord la mission de l'individu qu'il se donne lui-même. Ça, c'est déjà la première chose. Ça veut dire quoi, ça? Quand tu as compris les messages et que tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Alors, bien souvent, on peut dire, dans un club de pétanque, il faudrait que je fasse ça, 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 puis bien souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps ou il y a d'autres priorités. Là, dans le mouvement, la mission, c'est, attends, il y a un engagement. Un auto-engagement. Un engagement, oui. Un auto-engagement, c'est de dire, qu'est-ce que je veux? Je veux les voir venir. Ou du moins, si ce n'est pas moi, ça sera mes enfants, mais je veux qu'ils viennent. D'accord. Ils ne viendront que, il y a des conditions qui sont claires, que si la paix commence à régner sur Terre. Ils ne nous disent pas que toute la paix soit, qu'on commence à générer la paix sur Terre. Qu'on commence à transformer un petit peu la société pour qu'on mette enfin l'humain au centre des préoccupations du système. Ouais. Et pour ça, ils nous donnent un projet de politique qui est extraordinaire et de société extraordinaire. Et puis, ils construisent une ambassade. Et quand dans cette ambassade, elle sera faite, faites en sorte qu'il y ait un maximum de gens sur la Terre qui ont envie de nous voir. D'accord. C'est ça la mission. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que souvent, ça tu en as parlé, j'imagine, bien sûr. Cette journée et demie que tu as passée avec... Oui. Je vais dire ce mois et demi, non, cette journée et demie, que tu as passé avec les équipes de Netflix. Parce que souvent, quand on va sur les sites du mouvement ou quand on lit les documentations, en fait, on voit que la mission du mouvement, c'est de ce qu'on appelle la promotion de cette information, des ouvrages de Raël, et puis également de construire une ambassade. Alors une ambassade, ça peut paraître un peu vague pour certains. Et toi, ce qui est intéressant, c'est quand tu en parles, tu mets en préambule le fait d'amener la paix sur Terre, et puis qu'il y a un projet, tu parles de projet politique. Tout ça, tu l'as développé avec les équipes de Netflix? Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien qui ressort là-dessus. Non, parce que ce n'était pas l'objet. Moi, j'étais là pour parler du début. Ok. Ouais. Donc, mais tu peux le développer, ça, cette notion? Parce que là, du coup, on a parlé un petit peu du début, mais maintenant, la vision, c'est une sorte de vision. Quelle est la vision? Amener la paix sur Terre. Est-ce que c'est cette petite poignée de Raéliens qui vont amener la paix sur Terre? Est-ce que quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de personnes vont changer le monde? Le Nouveau Testament parle, ou la Bible, parle de 144 000 personnes. C'est le chiffre de la bête. Oh, là, tu fais flipper, là. Oui, le chiffre de la bête. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose qui vient dans l'Écriture, dit que ça va révolutionner. Donc ça, c'est dans les écrits. Hein. C'est dans les écrits. 144 000 personnes. Oui. Le film. Quand on calcule bien, et puis qu'on a fait un petit peu de géopsychologie, il faut un nombre, critique d'individus ayant suffisamment d'influence pour faire bouger un peuple. Ok. Le jour où on aura sur Terre 144 000, 150 000, 150 000 influenceurs reconnus comme étant des êtres d'amour, des pacifiques, des humanitaristes, et qui demandent à ce que l'intelligence soit enfin à la guidance des peuples, je pense que les peuples vont dire « Attends, on n'a jamais eu ça ». Et c'est ce que les Elohim nous demandent. Mettez au plus vite l'intelligence et l'amour à la guidance des peuples. Sortez des modèles de démocratie où la voix d'un débile mental, le pauvre, vaut autant que celle d'un génie créatif. Donc ce que tu dis, c'est fort là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté forte d'influence, pour venir toucher des hommes, des femmes, pour amener l'humanité vers un monde meilleur. Oui. Mais oui. Avec une intention de paix, de fraternité, en fait, c'est ce que tu dis. Absolument. Il faut que les peuples entendent que c'est possible. Il y a un lien avec 144 000 personnes. Oui, il faut au moins 150 000 sur la planète Terre aujourd'hui. Parce que c'est rien quand tu regardes par rapport à 6 milliards d'êtres humains. Mais oui, mais c'est sans... Aujourd'hui, on a 100 000 personnes qui dirigent la planète avec leurs finances. Ah ouais. Mais oui, bien sûr. Pourquoi on n'aurait pas 150 000 personnes qui guident la planète avec de l'amour et de l'intelligence? Pourquoi pas? Non, mais on te rejoint. Je vais citer un ancien président, c'est Mitterrand, qui disait « Donnez-moi 100 personnes motivées et puis je vous fais une révolution dans un pays. » C'est ça, exactement. Là, on a tous les atouts sur cette planète, tout pour construire un paradis. Il ne manque rien. Alors développe un peu plus ça. On a tous
tout pour faire de cette terre un paradis. Est-ce que tu peux... Eh bien, on est capable... Et en quoi ce message avec ces extraterrestres, en fait, a un lien avec ça? Si je prends Maslow, qui a fait une pyramide avec les étages des besoins de l'humanité, qu'est-ce qu'il dit? L'humain a besoin d'assumer ses besoins physiologiques, c'est-à-dire miam miam. Ouais. Il a besoin d'assumer ses besoins de sécurité, c'est-à-dire un toit, un réfrigérateur plein, un petit compte en banque qui permet un peu le futur. La sécurité. La sécurité. Des besoins d'appartenance, c'est-à-dire que c'est abolir des frontières pour pouvoir aller rencontrer des gens que l'on aime, que l'on voudrait découvrir, avec qui on voudrait faire des choses. Mais les gens aujourd'hui en crèvent d'envie. Il y a Internet qui est là. Pourquoi les réseaux fonctionnent à peinture? Parce que les humains aujourd'hui ont compris qu'ils ont besoin d'être liés les uns aux autres. De se sentir reliés dans un ensemble. Être reconnu. Ouais. Et être reconnu, c'est-à-dire que les gens qui apportent des choses, mais qu'on les mette plutôt que de leur donner une légion d'honneur, qu'on leur donne effectivement un écran, un visage, qu'on les honore véritablement. Et voire même un jour, pourquoi pas, qu'on leur dise, tiens, on va te prolonger ta vie encore un coup quand la science nous le permettra. Plutôt que de donner une légion d'honneur, ça serait bien de donner un test de vie supplémentaire, on va appeler ça clonage, comme on veut, hein, une vie supplémentaire. Et puis après, on verra. Et puis l'autre point, c'est l'autoréalisation. C'est-à-dire que des gens soient épanouis, heureux d'être ce qu'ils sont avec les autres. C'est ça le projet des Elohim, c'est la voie qu'ils nous donnent. Donc la philosophie raélienne, c'est toute cette dimension, en fait. Mais oui. Une dimension qui vient toucher l'individu, mais qui vient toucher la société également. Quoi. Oui. Oui. Et puis il y a la notion d'unicité avec la société, l'individu, mais pas que là. Il y a une ouverture qui se fait que les scientifiques commencent à entrevoir, à percevoir, et n'osent pas franchir, c'est la notion de l'espace, mais l'espace infini, pas l'espace qui est une bulle et puis c'est fini. Non, c'est l'espace infini. Quand, dans la démonstration qu'ils font, les Elohim, c'est fabuleux ce qu'ils nous disent. Nous comprenions, c'est ce qu'ils disent, ils parlent, nous comprenions que c'était une notion d'infini. Mais comment la prouver? Et ils arrivent à dire, ne cherchez pas à vouloir prouver par des équations d'infini, vous allez devenir fou. Mais par contre, ce que vous allez découvrir, c'est que dans les atomes qui vous composent là, ce sont des atomes, oui, à vos yeux, mais ce sont des univers gigantesques à l'échelle de l'infiniment petit, où il y a des systèmes galactiques, solaires, planétaires, et sur ces planètes, il y a de la vie intelligente et organisée, et peut-être, sûrement des humains qui regardent leur ciel en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et les plus intelligents d'entre eux diront « Ça, c'est l'infiniment grand où il y a de la vie en haut. » Donc ça fait voyager. Hein. Ça, c'est la notion de l'infini qui est amenée à... Et là, d'un seul coup, ils le découvrent, ça. Mais ils disent, attends, le ciel, c'est pareil. Et c'est là la notion d'infini qui rentre dans leur esprit. C'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, avec une dimension temps qui est aussi à prendre en considération. Une seconde de ma vie, ce sont des milliards d'années pour ces êtres qui sont là-dedans, dans leur système de datation. Un millénaire de notre existence, c'est une fraction de seconde pour l'être peut-être, si jamais il y a un humain là-haut dans lequel on est peut-être dans un brin d'herbe, on est peut-être dans un caillou, on est peut-être dans une goutte d'eau de l'infiniment grand. Mais si c'est un humain, il regarde peut-être son ciel en se disant... Mais cette notion-là, ça doit apporter quand même un certain équilibre, quoi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est rien, et à la fois on est tout, quoi. Ben, ça t'amène l'humilité. C'est ça, ouais. Ça amène de l'humilité. Attends, les prophètes ont pratiquement tous dit avec des langages différents, t'es poussière, tu vis, et tu repars à la poussière. C'est ça. Ouais. Et puis peut-être que le Père, là-haut, si jamais tu étais chouette, il te recrée à sa droite. Ben oui, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on fera nous un jour. Quand je disais tout à l'heure, plutôt que de donner une légion d'honneur, on donne un créneau de vie à quelqu'un par le clonage, et tu peux aller à l'éternité comme ça. Ça a été toujours enseigné par les prophètes. Le Père qui est là-haut dans le ciel va faire en sorte que ceux qui ont été méritants... le Père ou les pères, ou pluriel. Hein, ben oui, parce que... En tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tu sais, cette notion, tu parles des anciens prophètes, ça, là, tu es poussière, tu reviendras à la poussière, et cette notion d'humilité.
Et en même temps, une seule personne peut tout changer, quoi. Mais oui. Et une minorité peut tout changer. On parlait de Jésus. Il est tout seul, le brave type, là, charpentier. Il est charpentier. Nous, on en a un ici, il est guitariste. Il était chanteur, puis coureur automobile. Mais le Père Jésus, là, il y a 2000 ans, il était charpentier, et patatrac, ça lui dégringole dessus. Ah ouais, Il se ramasse un message sur les épaules. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et aujourd'hui, c'est des millions, des milliards de personnes qui vont le prier. C'est dans chaque village de France et d'ailleurs, des églises. Et tous ces prophètes qui ont été envoyés, il y en a une quarantaine, hommes et femmes, qui ont été envoyés sur Terre, étaient là pour aider l'humanité à prendre des virages dans les périodes difficiles de l'existence de l'humanité. Chaque prophète avait une mission bien particulière. Aimez-vous les uns les autres, au moment de la barbarie. Ouais. Un autre, toujours eu un message. Ben oui, un autre va dire, attendez, arrêtez vos conneries, là, regarde un petit peu la science, un petit peu ce qu'elle dit. Et puis, hop. Malheureusement, c'est que les groupes qui ont suivi ces prophètes ont pris ce qui les arrangeait le plus, et puis en ont fait des gouvernements de pouvoir. J'espère qu'un jour, le monde raélien ne fera pas ce qu'a fait l'autre humanité, mais je pense que ça sera le dernier vrai virage. Ouais. Bon. Ça sera l'autodestruction, si on fait les cons, ou bien ça sera un paradis gigantesque. Et la question que tu me posais tout à l'heure, on a tout sur Terre pour faire le paradis. Tout. Ouais. La technologie, la science, l'envie de vivre comme jamais, l'espérance, tout est là. Ouais. Il suffit simplement d'avoir un bon guide, des bons guides, de l'intelligence, de l'amour à la guidance, et puis des gens qui veulent être heureux, qui veulent être. Mais d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, tu fais partie de ceux dans le mouvement qui mettaient beaucoup en avant la notion de ce projet du paradisme, qu'on appelle le paradisme. Et on mettra en lien, dans la vidéo, on mettra en lien le site internet et les références qui font allusion à ça. Oui. En tout cas, Jean-Pierre, merci beaucoup. Est-ce qu'on sent vraiment que tu as ton enthousiasme qui est intact? Parce que le mouvement a fêté ses 50 ans, là, il y a quelques mois, là, en décembre dernier. Oui. Et si j'ai bien compris, ça fait 48 ans. 49 ans. 49 ans que tu œuvres depuis les débuts. Et c'était un vrai plaisir. Et tout ça, donc tu l'as développé devant les caméras de Netflix. Bon, c'est pas trop sorti dans la série, même pas du tout. Mais bon, c'est en boîte, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une saison 2 ou autre, on verra. J'espère. Mais c'est tellement passionnant. Et puis j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir sur les différents sites du mouvement raélien et puis d'aller retrouver toutes ces informations que nous a développé Jean-Pierre et que ça vous donne envie d'aller plus loin. Merci Jean-Pierre, à très bientôt. Merci et puis bon voyage. 1, 2